évidemment, elle refuse la confrontation. Hein. C'est vraiment une hein, comme par hasard. Putain. Elle refuse la confrontation. Comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles. Hein. Je suis sûr. Putain, bah, grosse Alors, c'était un enregistrement choc où on entend un policier insulter une plaignante. En fait, il avait oublié de raccrocher alors qu'il rappelait une femme de 34 ans qui venait de porter plainte pour agression sexuelle. Vous aviez condamné, d'ailleurs, cette attitude. Et ce soir, Le policier était sanctionné et il est aujourd'hui, puisqu'on en parle encore avec le directeur général de la police nationale, moi j'ai demandé qu'il soit retiré de ses fonctions de policier, qu'il ne soit plus policier. Alors, on a Anna Toumazov dans le public, autrice et activiste. Elle est où, Anna ? Merci Anna, merci d'être là. Vous êtes une militante féministe très engagée, à l'origine des hashtags Uber c'est over, Sion Sport ou encore Double Peine. Vous avez plus de 200 000 followers sur vos comptes Insta dédiés à la cause féministe. Quelle est votre question à Monsieur le ministre de l'Intérieur ? Bonsoir à tous les deux déjà. Merci. Bonsoir madame. Donc je suis venue en fait vous interpeller sur ce qu'il se passe actuellement pour les femmes dans ce pays et qui est évidemment, on va le voir, lié à ce qui peut se passer dans les commissariats et pas forcément à la fonction policière en elle-même, mais nous allons y venir. On va reprendre des faits tout simples. À la fin des années 90, donc en 99, l'affaire des viols de Fontenay-sous-Bois commence. Une première femme qui a été violée en Réunion essaie de porter plainte. Sa plainte n'est pas prise. Bien plus tard, une deuxième femme porte plainte pour ses viols en Réunion. En 2012, le procès a finalement lieu. Et à ce moment-là, il y a un non-lieu en fait sur les viols en Réunion. Et nous avons des victimes. Il y en a une qui fait une tentative de suicide. Il y en a une qui est en dépression. Et elles ne sont même pas capables, à cause de tout ce qui s'est passé au cours de la procédure, de se rendre au procès. Leurs violeurs n'ont pas été condamnés. Seuls 4 sur 14 des violeurs d'une des deux femmes ont été condamnés à de très courtes peines. Sur l'ensemble, sinon, il n'y a pas eu de réelle peine. Et bien des années après, en 2021, nous avons vu une vague de témoignages réémerger sous le hashtag double peine que j'ai porté avec des consoeurs activistes également. Et nous avons pu voir que dans les commissariats de France, les plaintes n'étaient pas toujours bien prises. Et ce à quoi ça peut mener, c'est que les femmes, et c'est pour ça que ce hashtag s'appelait double peine, subissent des violences sexuelles, subissent des violences physiques. Et j'ai à côté de moi une préparatrice mentale qui travaille avec ces femmes bénévolement au quotidien. Et nous avons des destins brisés, mais nous avons aussi des femmes qui meurent. Nous avons parlé tout à l'heure de sécurité très longuement et d'attentats. Les féminicides en France, c'est un Bataclan par an. Moi, ma question, monsieur, est la suivante. Lorsque le coronavirus est arrivé à déferler sur le monde et est arrivé en France, nous avons réussi, l'État a réussi en tout cas, à mettre en place des plans d'urgence. Lorsqu'il y a eu des attentats, l'État a réussi à déployer Vigipirate et à également mettre en place des plans d'urgence. Alors, ma question est la suivante. Une femme est violée toutes les 5 minutes dans ce pays. Une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours dans ce pays. Monsieur, ce sont nos petites sœurs, ce sont nos mères, ce sont vos épouses, ce sont nos amis qui sont violés, qui sont battus. Et cela, ça arrive partout. On sait que l'immense majorité des violences sexistes surviennent dans l'entourage proche et notamment l'entourage familial. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de classe sociale aux violences sexistes et sexuelles. Cela fait des années que les associations réclament 1 milliard et réclament bon nombre de mesures. Monsieur Darmanin, je sais que nous sommes pour la seconde fois au cœur du quinquennat des droits des femmes. En tout cas, c'est ce que monsieur Macron a annoncé. Monsieur Darmanin, quand comptez-vous faire face à cette urgence pour de vrai, pour que toutes ces situations ne nous remontent plus? Est-ce que vous avez... Je peux répondre? Allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez trouvé quand même que depuis quelques années, j'oserais dire quelques mois, mais depuis quelques années, Marlène, vous la connaissez, elle serait capable d'en témoigner mieux que je ne le peux le faire, une amélioration, tout n'est absolument pas parfait. Et je constate moi-même qu'il y a 400 000 plaintes déposées et dossiers en cours d'instruction. Et donc j'imagine toutes celles qui n'ont pas été déposées. Donc je ne veux pas dire que c'est que la réalité des choses. Sur les violences intrafamiliales. Donc c'est-à-dire que derrière les affaires de stupes, il faut que vous compreniez, mais vous le savez madame, vous connaissez ces sujets très très bien, c'est le deuxième contentieux des policiers et des gendarmes. Et d'ailleurs derrière tout ça, il faut beaucoup de formation,
il faut beaucoup d'officiers de police judiciaire comme madame, il faut aussi beaucoup de magistrats qui suivent. Mais est-ce que vous ne trouvez quand même pas que depuis quelques années, les choses vont mieux? Je ne dis pas qu'elles vont parfaitement bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'énormes améliorations encore à apporter. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a pris un peu conscience de ça aussi dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, pour ne parler que des services de police et de gendarmerie? Mais j'imagine en fait que des efforts ont été faits. Mais moi, ce dont je vous parle, et vous savez que je viens du monde civil, je n'ai pas de mandat, je ne suis pas affiliée à un parti politique. Et effectivement, j'ai déjà pu discuter avec Madame Marlène Schiappa au sujet de l'affaire Uber C'est Over il y a quelques années, d'ailleurs, qui ressurgit ces temps-ci, mais ça c'est un autre débat. Et moi, la question, c'est pourquoi c'est à des personnes du monde civil de recevoir ces doléances, de recevoir des témoignages, mais à vous briser le cœur. Et moi, vous savez, je suis dans la vingtaine. Comment vous pensez que je me sens quand je reçois des témoignages comme ça toute la journée? Pourquoi il n'y a pas eu quelque chose de concret pour que ça n'arrive plus et pour qu'il n'y ait plus de violences sexistes et sexuelles dans ce pays? Et je sais que pour certaines, dans certaines situations d'urgence, on arrive à mettre en place des plans d'urgence. Je reprends l'exemple du Covid, je reprends l'exemple des attentats. Alors, pourquoi? Non, mais je pense que, alors, je comprends une question de moyens et peut-être qu'il faut donner davantage de moyens. Vous avez parfaitement raison. Je sais que Marlène s'est longtemps battue. J'espère qu'elle a eu un ministre du budget qui l'a écouté, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous demandez, madame. En tout cas, je le lis et on l'a suivi. C'est vrai que Marlène Schiappa essayait vraiment de. En tout cas, je trouve que ça a beaucoup plus avancé ces dernières années, en tout cas sous la houlette de Marlène Schiappa, que ce que ça a avancé avant. Je trouve, après, voilà, de ce que je vois, moi aussi, des derniers témoignages, bien sûr, s'il y a encore énormément de travail, mais je trouve que Marlène a fait quand même un travail incroyable là-dessus. Après, ce que vous dites, madame, c'est que vous savez bien aussi, vous êtes partie d'un exemple il y a quand même un certain temps, malgré tout, même s'il est extrêmement d'actualité. Auparavant, les services de police et de gendarmerie, je ne dis pas qu'ils ne faisaient aucun effort, il y a toujours eu des efforts qui ont été faits, mais enfin, ils prenaient moins au sérieux non seulement les violences physiques ou les agressions sexuelles, mais aussi les violences psychologiques, parce que c'est un autre domaine encore. Tout à fait. Voilà. Désormais, je ne dis pas que c'est parfait dans tous les commissariats de France, mais je peux vous assurer que tous les gardiens de la paix qui sont à l'école désormais sont formés à cela. D'ailleurs, c'est des associations qui interviennent, ce n'est pas les policiers eux-mêmes, que nous avons formé les 2/3 des policiers et des gendarmes aujourd'hui. Il reste encore un gros tiers à former, c'est bien vrai, et que nous avons, même dans la loi, changé un certain nombre de choses. Moi, j'ai été interpellé par des avocates que nous avons reçu avec Marlène au ministère de l'Intérieur, qui disait que souvent, les services de police refusaient le droit d'aller avec leur plaignante lorsqu'ils déposaient plainte. Parce que vous avez le droit à votre avocat, évidemment, lorsque vous êtes accusé, mais que tous les Français sachent qu'un policier n'a pas le droit de refuser votre plainte et qu'il n'a pas le droit de refuser que vous soyez accompagné de quelqu'un majeur et donc notamment d'un avocat. Et j'ai moi-même fait modifier il y a 1 an, vous le savez, la loi pour rendre obligatoire le fait que le policier et le gendarme ne pouvaient en aucun cas, même pour l'exiguïté des locaux, refuser qu'il y ait un avocat. Ce qui permet d'ailleurs aux policiers et aux gendarmes, si tant est qu'ils ne seraient pas bien formés, qu'ils posent des questions déplacées, comme vous l'avez vous-même dénoncé, madame, qu'il puisse y avoir un tiers qui est son avocat, et c'est tout à fait normal, on n'a rien à cacher dans la police nationale et la gendarmerie. Deuxièmement, il y a le fait de venir dans un commissariat, une brigade de gendarmerie. Ce n'est pas un endroit très sympathique, un commissariat. C'est souvent un peu triste, il y a des difficultés, il y a plein de misère, et puis on ne vient pas parler de son problème d'agression. C'est très difficile. Bon. Donc on essaie d'améliorer l'accueil, mais c'est très difficile. Ce qu'on a fait depuis le début de cette année, c'est qu'on a expérimenté dans 10 départements et on va le généraliser l'année prochaine. Donc ça demande beaucoup de moyens. Et dans les 15 milliards, vous savez, madame, il y a 900 millions d'euros pour la police et la gendarmerie, on n'est pas loin du milliard que vous évoquez, pour améliorer pour les violences intrafamiliales les moyens des policiers et des gendarmes. Ça, c'est un début de réponse, c'est important. Oui, alors ce sera peut-être encore pas assez, parce que, évidemment, il y a de plus en plus de cas, parce que la parole se libère. Mais moi, je vous dis ce qu'on essaie de faire. Moi, je suis tout à fait prêt à amender un certain nombre de choses. Notamment pour que les policiers et gendarmes aillent chez vous, dans votre association, chez votre avocat, au CCAS de la commune, n'importe où. Aillent chez vous. Vous avez pris l'exemple du Covid, vous voyez, comme on fait du aller vers. Et maintenant, ils ont les moyens, avec leurs ordinateurs, de prendre votre plainte là où vous vous sentez le mieux possible, y compris dans une association qui défend le droit des femmes, premièrement. Deuxièmement, on va faire, à partir de l'année prochaine, la plainte en ligne. Vous ne pouvez pas faire des plaintes en ligne, vous êtes obligé de vous déplacer. L'année prochaine, vous pourrez mettre votre plainte avec vos coordonnées pour pouvoir laisser un policier vous rappeler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque pour plein de raisons, il y a un blocage parfois pour aller voir un policier ou un gendarme, parce qu'on a peur d'être mal reçu, peut-être, si parce qu'on n'a pas envie d'en parler et qu'on préfère l'écrit. Nous allons aussi mettre en place, c'est la loi que je porte, la plainte en visio.
pour que la personne qui ne peut pas se déplacer, qui est prostrée, qui n'est pas accompagnée, puisse le faire aussi en visio avec l'identité numérique. Donc on essaye de débloquer la parole. Après, sur les féminicides, madame, si je prends l'exemple de l'année 2021, et je crois qu'il y a eu 130 femmes, ce que vous disiez, à Bataclan, donc 130 personnes, parce qu'il y a une petite partie d'hommes, mais 130 personnes qui ont été tuées par les coups de leurs conjoints. Il y en a, vous le savez bien, qu'un tiers qu'on fait des signalements à la police ou à la justice. C'est un tiers de trop. On a beaucoup amélioré. Mais il y en a quand même 2 tiers qui n'ont jamais interpellé un service de police ou de gendarmerie. Pourquoi, monsieur? Alors, pour 2 raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas confiance dans la police et la gendarmerie et qu'il faut qu'on améliore notre process. Et on découvre en même temps, si j'ose dire, l'immense continent caché qu'étaient les violences intrafamiliales. Vous savez bien, moi j'ai des exemples, y compris familiaux, où jamais quelqu'un de ma famille n'aurait déposé plainte pour une claque qui a été mise. Aujourd'hui, et c'est très bien, on le fait. Donc il y a effectivement cette masse de personnes à recevoir, et c'est le travail et la force de la police que d'essayer de le faire, dans des conditions difficiles, parce que la dame qui est derrière pourrait vous dire aussi que quand quelqu'un rate une procédure, moi je le sanctionne. À Mérignac, par exemple, quand les policiers n'ont pas bien fait leur travail, pour plein de raisons, j'ai viré tout le monde. J'ai viré le policier, j'ai viré le commissaire, j'ai viré le directeur départemental. Donc on a des moyens à donner aussi aux services de police. Vous savez qu'il y a des policiers et des policières qui font un travail admirable d'accompagnement aussi. Mais encore une fois, ça j'aimerais. Est-ce que je peux juste... En fait, il y a juste un truc, c'est que très souvent, en tant que personne féministe assez médiatisée, on peut apporter des propos en fait qui sont importants pour toutes les femmes de ce pays sur la table, et sur la table, disons, publique. On nous fait souvent le procès de la féministe hystérique. Alors le féminisme, c'est juste vouloir une égalité réelle dans le droit, donc vraiment dans les textes, mais aussi dans les faits, dans la rue, dans nos foyers, enfin partout, une vraie égalité. Et là, en l'occurrence, on nous a fait un procès de l'antipolice. Moi, j'ai quand même fini avec des communiqués de syndicats policiers sur le dos, alors qu'en fait, et j'ai dû venir rétablir la vérité, monsieur. J'ai parfois des syndicats de police qui m'attaquent aussi. Hein. Je ne maîtrise pas les syndicats de police. Moi, ce que je veux juste, c'est que les femmes de ce pays, pour qu'il puisse y avoir une réelle justice, n'aient plus jamais peur de franchir la porte d'un commissariat. Et pour cela, quand il y a des mauvais éléments et des gens qui ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, ces personnes-là soient réellement sanctionnées. Parce que monsieur, les témoignages sur le site... Oui, mais monsieur... Il vous a répondu là-dessus. Monsieur Hanouna, je pense que vous l'avez vu, le site doublepeine.fr qui répertoriait, qui cartographie tous les mauvais accueils. Malheureusement... Et ça justement, il y en a énormément. Je pense qu'avec la plainte en ligne... Si je peux me permettre... c'est très important que ça change. La plainte en ligne, la plainte en visio, je pense que déjà ça va... C'est 2 bonnes pistes. Hein. Il y a 2 choses, si vous me permettez, madame, parce qu'il y a effectivement la peur d'aller dans un commissariat de brigade de gendarmerie. Il y a aussi plein de faits qui ne sont pas ceux de la police, qui mériteraient d'être portés à la connaissance de la police. Je sais qu'il y a un secret médical. Je sais que les médecins sont très jaloux de ce secret médical et je le respecte. Mais enfin, on l'a levé, ce secret médical, quand il y a des violences sur les mineurs. Vous savez, quand il y a un viol sur un enfant de moins de 15 ans, le médecin est obligé de dénoncer. On a eu ce débat lors de la confession, au moment où l'Église catholique avait la question autour du rapport qui avait été rendu. Et tout le monde a été choqué, je crois, qu'on ne puisse pas dénoncer cela malgré le secret de la confession. Il y a peut-être pour les femmes de violence aussi à délier une partie du secret médical. Moi, c'est ma proposition. Je sais qu'elle ne fait pas consensus. Pour qu'elle puisse saisir les services de police. Quand un médecin constate que une femme a été tapée parce qu'elle demande un arrêt de travail ou qu'elle a connu une agression sexuelle, y compris dans le couple, parce qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans le couple, qui est très compliqué, évidemment, à extérioriser, à porter sur la place publique, à porter aux policiers. Je pense que si les médecins, on arriverait à trouver un moyen de mieux travailler avec eux pour connaître ces informations, on pourrait intervenir plus en amont. Et peut-être que madame qui est OPJ derrière, parce que j'ai entendu que vous étiez OPJ, voilà, elle a dû faire ou elle fait des enquêtes, et peut-être vous expliquer la difficulté de son métier aussi. Alors, si vous me permettez. Hein. Oui. Donc, en fait, j'ai travaillé à la brigade de protection de la famille pendant 8 ans. C'est une brigade spécialisée qui s'occupe des femmes et des enfants, pour faire vite. De la protection de la famille. Donc, effectivement, des femmes battues, j'en ai malheureusement rencontré énormément. Comme le dit monsieur le ministre, c'est vrai, à une certaine époque, on n'était pas formé à ça. Aujourd'hui, on a des formations qui sont faites avec un canevas tout prêt. Parce que, bon, vous avez des gens chez nous qui prennent des plaintes, mais ce n'est pas leur métier à la base. Ils ne sont pas en investigation. Donc, pour eux, c'est compliqué parce qu'il y a une certaine psychologie à avoir, effectivement. Donc, il nous a été donné un canevas bien établi pour pouvoir justement pouvoir poser les bonnes questions et pouvoir apporter une réponse plus positive. Là, par contre, si vous me permettez, monsieur le ministre. Bien sûr.
J'ai été extrêmement choquée par une certaine formation, justement sur les violences conjugales, qui nous demandait d'être faite, mais en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu en face de nous une personne qui est venue, alors peut-être quelqu'un d'une association, etc. C'était un MOOC. C'était quoi? C'était sur le site internet de la police nationale. Et on a eu l'impression, alors comme beaucoup, comme la formation sur les suicides aussi. Ça, alors là, moi je vous en veux énormément. On a mis fin à ça. Merci. Bon. Parce qu'on a l'impression, si vous voulez, que vous ouvrez le parapluie. Excusez-moi, je me permets, vous m'avez dit que je ne serais pas... Bien sûr, contrairement à madame, je ne pense pas être un dictateur avec mes forces de police, vous ne seriez pas viré, vous étiez policière. Donc, on a l'impression, monsieur le ministre, que vous ouvrez le parapluie. Bon, c'est bon, on leur donne cette formation à faire, on les oblige à la faire par Internet, c'est bon. Ça, c'est vrai pour la formation continue, quand vous êtes déjà policier sorti d'école, c'est ça? Oui, pour la formation continue, oui, tout à fait. Et notamment cette formation sur les femmes battues. Sur les femmes battues, elle était faite en ligne. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ensuite, pour vous répondre, madame, moi, vous faites un travail remarquable. Toutefois, néanmoins, combien de fois, et ça, peut-être que vous pourrez me l'expliquer, parce que personne ne peut me l'expliquer, pourquoi est-ce que quand on intervient chez une femme qui a été battue, qu'on intervient, qu'on veut l'aider, et qui, au bout d'un moment, s'en prend soit à nous, quand on veut interpeller son mari, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Soit on s'en prend à nous, encore une fois, non mais laissez-le, mais en fait il n'est pas si méchant que ça, non mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'emprise. Du coup la formation n'a pas dû être bien faite, je regrette parce que vous pourrez me contredire, mais si j'ose dire, mais c'est l'emprise. Je crois que les associations et les psychologues spécialisés ont démontré qu'en moyenne une femme revient 7 fois. Voilà. Et il y a une emprise qui, à la fois, il me fait beaucoup de mal et en même temps, je suis sous son emprise. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement définir les violences physiques, mais également les violences psychologiques. Et pour ça, il faut très bien former les policiers, ce qu'on n'a pas encore totalement réussi à faire. On est entièrement d'accord. Mais peut-être que... Merci Vanessa, en tout cas, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à cette question et merci Anna. Il y a madame qui voulait dire un mot, je sais pas si... c'est une dame qui accompagnait des victimes dans les différentes affaires que j'ai portées et qui est experte en la matière. Donc très vite parce qu'il est minuit 2. La seule chose que moi j'ai à rajouter à ça, en fait, c'est qu'il y a des phénomènes d'emprise. Bien souvent, avant la violence physique, arrive la violence psychologique. On enferme les gens mentalement. Voilà pourquoi ils s'en prennent aux personnes qui viennent dans cette bulle-là. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut former les policiers à ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas. Je peux rajouter Je suis désolé, mais je sais que vous avez visité un commissariat. Oui. Non, mais c'est un débat très important parce que je peux comprendre que des gens se disent on n'en fait pas assez parce qu'il y a des féminicides, peut-être pas tous les jours, mais enfin il y en a évidemment beaucoup et c'est toujours un drame. D'abord, moi je suis pour ce qu'annonçait la Première ministre, d'ailleurs par nature évidemment, mais je pense que je suis très convaincu de ça, des tribunaux spécialisés comme il y en a en Espagne. En Espagne, ils ont réussi à juguler une partie, pas toutes, des violences intrafamiliales en spécialisant les magistrats, les tribunaux et donc les services enquêteurs. Madame la Première ministre l'a annoncé, on va le faire. Ça, c'est une révolution parce qu'aujourd'hui, l'accusé de violence conjugale, il se présente un peu comme les autres avec d'autres personnes et donc il faut spécialiser le magistrat, spécialiser l'enquêteur. Ça va être, je crois, une révolution. Et ça a marché en Espagne et par exemple, ça ne marche pas. Deuxièmement, vous savez, dans le débat parlementaire qu'on a eu au Sénat, il y a un sénateur, la Pierre-Jean Vergelaine, qui est là, notamment sur le phénomène d'emprise. Il y avait une question qui a fait rire parfois les sénateurs, mais beaucoup ont trouvé ça sérieux. Et je sais que c'est sérieux pour l'avoir vécu dans ma mairie quand j'ai eu ce genre de constat à faire avec les services de police. Par exemple, l'emprise sur les animaux, ou sur le logement, ou sur les enfants. Du genre, ne va pas dénoncer, ou fais-moi ça parce que j'ai ton chat. Bon, voilà. Et je pense que ça, c'est des choses, ça peut faire rire comme ça, mais il y a plein de phénomènes. Ça peut être les enfants, ça peut être le logement. Moi, j'ai connu des assistantes maternelles qui vivaient dans leur appartement, qui étaient battus par leur mari et qui n'osaient pas dénoncer leur mari parce qu'ils allaient perdre leur boulot, parce que s'ils partaient de chez eux, ils perdaient leur agrément du conseil départemental et leur gamin. Donc il y a plein de choses. Il n'y a pas qu'une question de services de police, il y a évidemment les services de police. Mais il y a comment les maires trouvent des logements alternatifs, comment par exemple, madame... Non mais il y a peut-être sans doute plus qu'un milliard, mais un autre exemple, madame. Vous ne pouvez pas demander un logement social en France si vous êtes propriétaire.
La première chose que fait un élu quand il reçoit quelqu'un, il dit, bah voilà, on va vous trouver un autre logement. Mais je peux pas parce que je suis propriétaire avec mon mari. Mais mon mari me bat, j'ai porté plainte contre lui. Donc il faut divorcer. Donc il fait du chantage au divorce, donc il fait traîner. Et pendant ce temps-là, on n'a pas changé, nous, la loi, ça c'est une erreur qu'on a faite, pour trouver un logement, même quand on est propriétaire. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Je ne dis pas le contraire. Oui. J'essaie de vous convaincre qu'en ce qui nous concerne, on essaie d'améliorer les choses. On découvre tous les jours et moi, je suis tout à fait... Alors, il y a Sonia Baquès qui est là aussi. Je suis à votre disposition pour continuer à travailler ensemble. Mais il faut vraiment faire mieux, il y a urgence. Bien sûr. Monsieur le ministre, si les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de l'émission doivent se dire, il a du boulot quand même. Hein. Oui, mais on ne va pas se plaindre. On est là pour ça.